Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce deuxième documentaire Garage Foot, comme vous pouvez le voir sur Garage Foot FCTV. Bon, je me prends pas au sérieux, là, comme j'aime bien ce que Jeff Morancy dit. On est plus des fanalistes que d'autres choses, mais je voulais prendre le temps de faire une deuxième vidéo, cette fois-ci sur l'Olympique de Montréal. Donc, vous pouvez voir ici le logo et les maillots. Donc, vous avez le maillot rouge, le maillot blanc, c'est le maillot de l'année 72, numéro 8, Renzo Salmo. Le projet a commencé en 2016. Ça a commencé, c'est ça, le printemps 2016, j'ai commencé à écrire. J'ai publié un premier article sur mon blog Garage Foot quand j'étais régulier. Après, j'ai publié une page en mémoire qui mériterait un petit peu d'amour parce qu'en fait, c'est comme l'article principal auquel j'ai rajouté des trucs. Puis la mise en page est plus ou moins bonne, c'est pas très structuré. C'est par thème. C'est un peu comme ça que je vais fonctionner pour le documentaire d'aujourd'hui, mais bon, regardez. C'est une équipe qui fascine, parce que quand on parle de NASL, on parle beaucoup du Manic. On parle à peu près pas de l'Olympique de Montréal. Et vous allez constater qu'il y a des points en commun avec nos chers dragons. Pardon, juste une seconde. Nos chers dragons de Montréal au basketball. Donc, si je reviens maintenant, voici un peu mes sources. Je m'excuse si c'est pas écrit gros. Une des premières sources que j'ai, que probablement la majorité d'entre vous qui ont mon âge n'ont pas connu, c'est le Petit Journal. Naturellement, c'est sur Banque et Archives nationales du Québec. Petit Journal qui est un journal distribué à Montréal. Je vous dirais que vous allez voir que certaines informations du Petit Journal, des fois, sont douteuses. Donc, le hic, mais dans les archives sur Banque nationale Archives du Québec, c'est beaucoup là-dessus que j'ai trouvé mes informations. La presse, je ne l'ai presque pas utilisée parce qu'à l'époque, elle n'était pas disponible sur Banque. Et je ne suis pas retourné. Je suis retourné depuis, mais vous allez voir pourquoi. Il y a une autre raison pourquoi c'est difficile de trouver de l'information sur l'Olympique de Montréal. De Gazette, les journaux de South Shore, de Lawrence Journal World, Le Devoir, Daily News, Southeast Missourian et le Gettysburg Times, c'est des journaux américains. Ça, c'est sur Google Newspaper. Encore là, The Gazette n'est pas disponible sur Banque, c'est comme le Journal de Montréal. J'aimerais ça continuer le Journal de Montréal, mais j'avais écrit à l'époque au Journal de Montréal et le problème, c'est que les archives, c'est même pas qu'elles sont pas disponibles numériques, elles sont sur des microfiches. Ça prendrait du temps, puis bon, c'est trop compliqué. J'ai aussi regardé dans un livre qui s'appelle The Rock and Roll Soccer, The Short Life and Fast Times of the North American Soccer League. Un excellent livre par Ian Plenderlate qui parle en gros de la NASL, pas beaucoup du Manic, pas beaucoup de l'Olympique de Montréal. En fait, l'Olympique de Montréal, je pense que c'est 2 notes de bas de page. Donc, on voit que quand je disais c'est dur de trouver de l'information sur l'équipe, c'est un autre problème. Quand les livres qui traitent de la NASL, généralement, traitent très peu des clubs canadiens. Même chose pour le Manic. Vous avez aussi sur Internet, bon, à TVA Sport, il y avait un reportage, ça c'est plus pour Garage Foot, là, c'était sur, comment il s'appelle, le père de Nevio Pizzolito, Luigi Pizzolito, qui aurait probablement joué un match pour l'Olympique de Montréal, ou du moins qui aurait gravité autour. Donc, je trouvais ça intéressant de le mentionner. NASL Jersey. Si vous aimez le soccer, l'histoire du soccer américain, vous devez aller voir NASL Jersey. C'est vraiment impressionnant. Il y a des photos de maillots, de chandail, plein d'informations sur le site. Vous avez American History Archive, bien sûr. Puis vous avez en bas des liens là, vers les années du soccer par année, 71, 72, 73. Aussi, il y a des statistiques là-dessus que vous pouvez aller voir. L'autre problème, comme je disais, peu d'informations, ça remonte à 50 ans. En fait, cette année, c'était les 50 ans de la première saison de l'Olympique de Montréal. Et vous comprendrez que les gens ne rajeunissent pas. Et il y a confusion avec le nom parce qu'il y a les Olympiques de Montréal en 76. D'ailleurs, il est fort probable que l'équipe a été nommée en prévision des Jeux olympiques. Vous regardez la nuance, souvent, à Montréal, on disait les Olympiques de Montréal, tandis qu'en France, on dit l'Olympique de Marseille. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est une nuance qui est là. Donc, c'était vraiment dans le but. D'ailleurs, l'équipe ne s'est même pas rendue, par exemple, ça c'est particulier. Un petit survol historique.
La NASL, c'est de 1960. L'équipe joue de 1971 en NASL à 1973. C'est un investissement de 100 000 pour rentrer dans la ligue. Le coût d'une franchise, regardez le prix, comment ça a évolué. C'était 10 000 en 70, en 71, 25 000 et en 74, même en 73, c'est 75 000 Le proprio, c'est Sam Berger des Alouettes. Son objectif, entre autres, c'est de rentabiliser son stade. Je vais en parler tantôt. Lors de la première saison, le prix d'un billet dans une tribune populaire était de 75 sous. C'était une autre époque. On constate aussi, autre survol historique. En 1970, la Ligue est vraiment précaire. Vous avez l'exemple, les Spurs de Kansas City ont perdu 150 000 pour un total d'1 million. C'est énorme. En 1968, il y avait 17 clubs. En 70, on tombe à 6 clubs. En 71, on a 8 clubs, dont Montréal, qui est une expansion. En 72, on reste à 8 clubs. On monte à 9 clubs en 73. Regardez en 1974, l'année après le départ de l'Olympique de Montréal, on monte à 15 clubs. En 71, quand l'Olympique de Montréal arrive dans la NASL, l'objectif est d'avoir une ligue à 32 clubs. Le fameux Autostade. Là, vous allez remarquer, l'image, c'est une promotion. Pink Floyd a joué à l'Autostade. Et le nom Michel Maltais, en fait, c'est l'homme qui a fait cette image-là, la publicité dans le journal. Juste pour la petite histoire, il a vu sur mon site la photo. Il m'a contacté, il voulait savoir d'où venait la photo parce qu'il aimerait l'avoir en poster chez lui là, ou la revoir, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'aider. Mais si vous avez l'information, vous pouvez contacter Michel Maltais ou me contacter moi, je vais faire le lien avec Michel Maltais. Je l'ai dans mes contacts Facebook. Donc, remarquez ici ce qui est intéressant. La construction d'Autostade, 3 millions de dollars. Un stade à 25 000 mais il était construit pour être agrandi jusqu'à 75 000. Drôle d'architecture, vous allez voir l'image tantôt. C'était le domicile des Alouettes à l'époque. Il a été détruit pour être remplacé par un stationnement. C'est épouvantable, c'est triste. Sir Bobby Charlton, il a joué un match en 1966 avec la sélection nationale anglaise, équipe qui avait gagné la Coupe du Monde, on ne sait pas rien. L'Olympique de Montréal va y jouer les saisons 71 et 73. Vous avez ici quelques photos, donc, de ce charmant autostade. L'image en haut dans le coin à l'écran, c'est le coin droit. C'est des vestiges de l'autostade qui sont présentement à Thetford Mines. Et je crois, sous toute réserve, qu'il y a d'autres vestiges, d'autres sections de l'estrade qui sont à Laval, qui ont déjà été à Laval, mais je ne suis pas sûr. Et vous avez en bas à droite une image des Alouettes en train de jouer un match dans l'autostade. Donc, c'est des photos que vous pouvez aller voir aussi sur Garage Foot. J'aime bien la photo avec les Alouettes, ça donne un peu la perspective de ce qu'on voyait dans le stade. D'autres statistiques. L'équipe en 3 saisons, aucune participation en série. 13 victoires en 3 saisons, 30 défaites. C'est énorme. 63 joueurs dans l'histoire de l'équipe. Seulement 13 ont disputé plus d'une saison. Et on constate que les assistances sont faibles. En 1971, pour 17 matchs à Montréal, c'est un total de 34 000 personnes qui ont traversé les tourniquets. C'est une moyenne de 2 440 par match. Naturellement, c'est une moyenne. Il y a des matchs, probablement que ça a été plus élevé, des matchs que ça a été très bas. C'est pas probable, c'est ça. Là. Quelle phrase de Maillet je viens de dire, là, mais comprenez le principe. En 72, on tombe à 16 000 personnes pour un total de 7 matchs à Montréal. Donc, c'est moins que la moitié en termes de matchs, mais on est à peu près un petit peu plus bas que la moitié aussi. Une moyenne de 2307, donc au niveau de la moyenne, ce n'est pas une baisse dramatique. Dernière saison, on a un total de 15 000 personnes au total pour 10 matchs à domicile, pour une moyenne de 3 855 personnes. Chiffre qui, dans le fond, ne fonctionne pas. J'ai dû faire une erreur de calcul, je m'en excuse. D'ailleurs, en 73, j'ai l'air d'un maillet, mais bon, il y a une erreur dans les statistiques, on va vivre avec. C'est probablement moi qui s'est trompé. C'est probablement plus 1855. L'affaire aussi, ce qui dérange des chiffres, vous allez voir, il y a un match en 1973 qui a été la plus grosse affluence de l'histoire du club. Il y a un contexte là-dedans qui peut-être change la donne.
Saison de 1971. Alors, vous avez ici une photo tirée d'un journal allemand. Quand je disais c'est plus facile des fois de trouver des informations à l'étranger. C'est la première saison. Vous remarquez que le maillot, le chiffre en avant est énorme. Et le logo est. Normalement, le logo sur les maillots foot est à peu près où il y a mon garage foot ici. Ben, dans le cas du maillot, le logo était vraiment, vraiment plus haut et assez gros. Si vous allez sur mon site et que vous zoomez l'image, le logo est assez. Il est placé quasiment sur l'épaule. Autre chose intéressante, NASL Jersey remarque qu'à l'époque, au niveau des numéros des joueurs, les joueurs n'ont pas leur nom dans le dos. Tu sais, par exemple, le maillot ici en est un exemple. Puis au hockey, ça a déjà été comme ça. Là. Donc, pas de nom à l'arrière. Et probablement qu'on utilisait le système de numéros selon les positions. Là. Tu sais, par exemple, gardien de but numéro 1, les défenseurs au centre, les défenseurs numéro 2 à 5, si je ne me trompe pas. Le numéro 9. Tu sais, comme souvent, on va dire on a besoin d'un vrai numéro 9. Mais c'était ce système-là pour les maillots cette saison-là qu'on utilisait. Quelques noms à retenir. Ken Wallace avec 8 buts, c'est un joueur anglais, joueur qui a joué à West Ham. Luigi Pizzolito, j'en ai parlé tantôt, le père probablement de Nevio Pizzolito. Alan Bristow, Franco Gallina, je reviens 30 secondes à lui, et James Corsi. Franco Gallina, c'est un personnage qui a gravité beaucoup dans l'histoire du soccer montréalais. Entre autres, il a joué aussi avec les Castors en 1976 et il a joué aussi avec l'Inter Montréal. Il est décédé cette année, le 5 juillet dernier. Ça a été le meilleur marqueur de la première saison de l'Olympique de Montréal. Puis je pense que c'est lui qui a le plus grand nombre de buts dans une saison. Dans l'histoire du club, ça reste à vérifier. Là. Et c'est un joueur qui arrivait d'Italie. Mais j'ai cherché des informations sur lui sur Internet et malheureusement, il n'y a à peu près rien. Probablement qu'en italien, il doit y avoir du stock, mais comme malheureusement, je ne sais pas lire italien, j'ai pas d'autres informations. Première saison, là, on a un point en commun avec les Dragons de Montréal. 3 entraîneurs. Le premier, c'est Renato Toffani qui va démissionner la veille du match d'ouverture. Vous avez Mike Campo et finalement Sebastiano Buzyn. Donc, Renato Toffani qui arrive d'Italie. Mike Campo qui a joué en Espagne, c'est un Espagnol. Il a été adjoint de Toffani pour être son successeur. Et finalement, je pense que Campo est là 2 matchs. Ça ne fonctionne pas. Et arrive Sebastiano Buzyn qui est aussi un Italien. Et là, regardez, quand je parle du petit journal, ce qui était assez drôle, c'est que selon le petit journal, il aurait marqué 800 buts de la tête en 780 matchs. Je suis allé vérifier un peu sur le net et ça ressemble plus à 33 buts en 136 matchs et on ne précise pas la tête. Et quand j'ai vu ça, que déjà on mise beaucoup ces joueurs, les Italiens dans le club, ça m'a rappelé un peu les débuts de l'Impact en MLS où il y a Paponi, Di Vaio. Il y en avait un autre aussi que ça a plus ou moins bien été, là, mais il y avait bien des joueurs de Bologne qui ont passé qui étaient italiens. Là, ça me faisait penser à le fameux meme là, What does qualify you for the job? I'm Italian, welcome aboard. C'est une constance dans l'histoire. Puis retenez le nom de Bologne. Regardez ici. Saison 71, vous avez Phil Woosman sur la photo qui était commissaire de la NASL. Bon, vous avez 4 victoires, 15 défaites, 5 nuls. Une victoire importante le 23 juin contre pas n'importe qui, le Cosmos de New York. C'est une victoire de 3-1. Et l'anecdote est intéressante ici. Le Buzyn a changé le gardien Kieran Baker pendant le match. Parce que beaucoup de défaites en début de saison étaient dues parce que le gardien ne faisait pas le job. Et bref, on se faisait rattraper puis dépasser. Et c'est Alan Bristow qui disait, sur papier, on a une très bonne équipe, mais on n'arrive pas à gagner. Et autre chose intéressante, on parle souvent des Ultras. Je ne sais pas s'il y avait des Ultras à l'Olympique de Montréal, mais le 9 août 1971, dans la Gazette, on apprend l'arbitre Peter Johnson se prend, mesdames et messieurs, une chaise en pleine gueule, une chaise au visage. En fait, les gens ne sont pas contents de son arbitrage et on lui a légèrement fait savoir. Et c'est un petit peu plus intense que Dimitri Payet en fin de semaine. Si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo dans le futur, le match du 21 novembre entre l'Olympique de Marseille, un autre Olympique, et l'Olympique lyonnais, en thème des Olympiques, c'est terminé après 1 minute 30 de jeu quand Dimitri Payet a voulu prendre un corner et il a reçu une bouteille sur la tempe. Dans le cas ici, c'est ça, l'arbitre s'est pris une chaise au complet, 12 points de suture. Et là, Phil Woosman, le commissaire, a menacé de suspendre le club pour une période de 10 ans. Tu te dis, 1, c'est pas sérieux, puis 2, le club n'a même pas fait 3 ans. C'est quoi cette menace-là quand tu prends ça hors contexte, mais bref.
Donc, il y avait déjà des tendances aux légumes, des fois, chez certains supporters à Montréal. Le 30 juin 1971, le roi de Santos est à Montréal. Donc, vous avez bien sûr reconnu Pelé, le légendaire joueur brésilien. Le Santos FC va jouer contre Bologne à l'Autostade. Bologne, un nom qu'on connaît bien à Montréal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on attendait une foule de 22 000 personnes à l'Autostade. Il y a eu une foule de 29 000 personnes. Donc, on a dépassé les capacités de 4 000. Je ne sais pas comment ils sont arrangés, là. Ou si le stade avait déjà été agrandi. C'est pas clair dans le document que j'ai vu. C'est déjà 75 000 places, je pense pas. Mais on a 29 000 personnes à Montréal pour Pelé. La saison 1972. J'attire votre attention au numéro 17. Si vous regardez, il est à la gauche, à l'extrême gauche, dans la deuxième rangée, la rangée du fond. C'est Graeme Souness. Si vous êtes un fan du FC Liverpool et vous connaissez un peu l'histoire du club, vous savez qui est ce joueur-là. Et si vous avez un fan fini du Ranger Glasgow, même chose, vous le connaissez. Il y a Middlesbrough aussi. Et vous avez le nouveau gardien de l'équipe, Son Nuzon, avec le chandail rouge, le chandail contraire aux autres joueurs, originaire des Bermudes, avec l'équipe. Donc, c'est deux arrivées importantes pour le club. Graeme Souness arrive à Montréal. Il a été prêté par Tottenham. Il ne fera pas la saison au complet. C'est une légende de Liverpool, comme j'ai mentionné. Il a gagné 3 Ligues des Champions et 5 titres de Division 1. À l'époque, c'était le English First Division. C'était pas la Premier League, comme ils disent aujourd'hui. Il a joué 10 matchs en tout à Montréal pour 2 buts. Et quand je regarde les textes, il a eu des difficultés par rapport au style de jeu de la NASL. Pas une question de... il était jeune à l'époque, mais c'est une question que, quand je lis les textes, c'est qu'il a eu de la misère à s'adapter à la Ligue. Si j'enlève la présentation de 30 secondes, vous avez ici un pitch à l'écran de Subbuteo. Juste pour vous expliquer l'exemple, c'est pas à la mesure près, mais vous remarquez sur un pitch de Subbuteo que devant la surface, il y a une ligne. Puis vous regardez, là, vous avez en ligne des défenseurs là-dessus. Eh bien, la NASL avait ce genre de ligne-là. Ceux qui n'ont pas connu la NASL, tu sais, normalement au soccer, les hors-jeux se font en zone offensive à partir de la ligne de mi-terrain. La NASL a rajouté une ligne à 35 mètres. Donc, là, la ligne de 35 mètres, je crois qu'elle partait du fond de la zone de but, là. Ce qui fait que les hors-jeux, tu avais une zone en zone offensive, vous ne pouvez pas avoir d'hors-jeu. L'idée, c'était probablement d'accélérer le jeu pour créer de l'offensive. D'ailleurs, notez qu'en NASL, quand on parle de jeu offensif, le nombre de buts que tu marques te donne des points en boni. Ce qui veut dire que si tu perds, t'es mieux de perdre 7-3 qu'un 0. Parce qu'il y avait un certain nombre de buts, je pense que c'était 3, on te donnait comme un point bonus au classement. À 5 points, il y avait un deuxième. Il y avait un système de points bonus. Donc, tu étais mieux de perdre. Fait que ça incitait des fois les équipes à dire on est sûr de perdre ce patch-là, mais si on est capable d'en marquer 3, on peut avoir un point boni. Et ce qui fait qu'il y a probablement des clubs qui ont eu 3 points pour la victoire, qui ont eu 5 points pour la victoire ou 7 points. T'sais. Il y avait un système comme ça. Et c'est sûr qu'avec ce style de jeu-là, quand tu arrives d'Angleterre et que tu connais pas, c'est pas les mêmes règles, ça peut être difficile. L'expression jouer à l'européenne prenait son sens à l'époque, contrairement à aujourd'hui où dans le fond c'est les mêmes règles. Vous avez ensuite un nouvel entraîneur qui arrive à Montréal, c'est le dernier de l'histoire de l'Olympique, c'est Graham Adams. J'ai été incapable de trouver une photo de Graham Adams. Il a dirigé aussi la Corée du Sud et le Select de Québec en 1974. Il est mort en 2020, le 14 février. Sa fiche à Montréal, c'est 9 victoires, 15 défaites, 9 nuls. Donc, encore ici, une fiche perdante. Et il y a une phrase intéressante, une citation, c'est le 24 juillet 1972, où il dit « I think I'm going to commit suicide ». Le club est incapable de gagner, il ne comprend pas pourquoi. Et c'est encore là le même discours des pertes d'avance. Vous avez ici une image de la saison 1972. Le club quitte l'Autostade et est allé jouer à l'Université de Montréal. Ils vont jouer à l'époque ce qu'on appelait le stade d'hiver de l'Université de Montréal, qui est le futur Sepsum. Donc, c'est un édifice et à côté sur l'édifice, il y a une estrade et il y a le terrain de football où vont jouer l'Olympique de Montréal. Et ce qui est intéressant, parce que c'est pas clair hein, où ils ont joué. C'était difficile d'être sûr à 100% qu'ils avaient joué à l'Université de Montréal, mais quand je regarde cette photo-là, l'image est claire, on voit la falaise du Mont-Royal en arrière. Si ça avait déjà été au Sepsum, vous avez un peu le portrait, donc
clairement cette photo-là. Je suis un ancien de l'Université de Montréal, j'ai déjà joué quelques rencontres amicales sur le Sepsum. Ça semble vraiment être le terrain. Naturellement, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais ça confirme que les clubs ont bel et bien joué sa saison de 1972 au Sepsum. Autre fait intéressant, donc dans la saison de 1972, c'est une saison qui est très courte. Hein? 7 matchs, 4 victoires, 5 défaites, 5 nuls. C'est 7 matchs à domicile, pardon, pour un total de 14 matchs en tout. J'ai oublié d'écrire le domicile. L'arrivée de Som Nuzum, le chat, dans les buts. Lui s'est fait remarquer aux Olympiques de 1968 avec les Bermudes. L'équipe ne perd pas juste sur le terrain, d'ailleurs, pour les anecdotes. À New York, l'équipe, c'est l'autobus, en fait, qui s'est perdu, qui a perdu son chemin. L'équipe est arrivée en retard au Ofra Stadium. Et naturellement, ils ont perdu le match. Mais je pense qu'ils sont arrivés quelque chose comme 2 heures en retard en plus. Non seulement ça, pendant la saison, l'équipe perd ses 3 meilleurs joueurs. Sounis, qui probablement reste le plus grand joueur de l'histoire des Olympiques. À l'époque, c'était pas comme quand Drogba est arrivé à Montréal. Là. Personne ne le connaissait, mais c'est probablement qu'aujourd'hui, le plus gros nom de l'Olympique de Montréal, c'est Graeme Souness. C'est le plus grand joueur du club. Il est parti, il retourne à Tottenham. Ken Wallace retourne à West Ham et Mike Dillon quitte aussi. Et ironiquement, dans la Gazette, il y a un article, c'est à partir de ce moment-là que le club se met à gagner des victoires sans ses 3 meilleurs joueurs, qui est assez particulier. Mais comme je dis, moi, dans le cas de Graeme Souness, moi, j'ai comme vraiment l'impression que c'est le fait que les règles, le terrain était différent, ça ne lui permettait pas de jouer son style de jeu à lui, ce qui fait que ça y a probablement nuit. Saison 1973 de l'Olympique de Montréal, nouveau maillot encore ici, et là, c'est intéressant. Parce que l'équipe vit un rebrand. Et contrairement à l'Impact de Montréal, ça n'a pas mené de guerre entre supporters ou journalistes le club. Voici le nouveau logo. Je l'ai découpé dans une image que vous avez vue précédemment. Donc un M avec un O. Montreal Olympic. Les couleurs changent. On quitte. Et faites attention sur l'image. Hein, le joueur de l'Olympique de Montréal, c'est pas le joueur en rouge et blanc. L'Olympique de Montréal adopte le bleu et le vert, une espèce de ce maillot-là. Et je pense que l'autre maillot est complètement bleu. Ou du moins foncé, mais je n'ai pas trouvé de photo claire. Je n'ai pas été capable d'en coloriser pour avoir les détails. Sur un SL Jersey, il y a une image, mais c'est tellement sombre que je ne suis pas capable de l'ajuster. Et, dernière chose, Sam Berger ramène son équipe à l'Autostade. D'ailleurs, l'Autostade, un des problèmes par rapport aux assistances, je me demande si ce n'est pas l'emplacement. Je regardais, à l'époque, les lignes de métro, ou quand on regarde les lignes de métro. Je parle des lignes de métro aujourd'hui avec les autobus, ça a l'air hyper compliqué de se rendre à l'endroit que c'était, fait que j'imagine à l'époque. La saison 1973, saison extrêmement obscure. En fait, le rebrand, j'ai eu des informations parce que j'ai trouvé par hasard sur eBay un dossier de presse pour les journalistes. Quelqu'un mettait ça en vente, je l'ai acheté. C'est 5 victoires, 10 défaites, 4 nuls. Donc, c'est une saison de 19 matchs. C'est la plus grosse foule de son histoire qui a été jouée cette année-là. On parle de 15 000 personnes, mais la Gazette dit 17 000. Et la confusion vient probablement du fait qu'il y avait c'était un programme double avec les Alouettes. Les Alouettes jouaient avant l'Olympique de Montréal. Et de ce que je comprends, c'est que les gens ont été voir l'Olympique de Montréal, les Alouettes de Montréal, et sont restés pour voir l'Olympique après. Ce qui fait du sens et qui expliquerait pourquoi tout d'un coup une foule aussi importante. Le 8 août 1973 arrive un moment qui fait très mal à Montréal. Le Metro de Toronto bat l'Olympique de Montréal à Montréal et s'assure du titre de division. L'Olympique de Montréal est éliminé des séries. Ceci étant dit, selon la règle que j'ai expliquée tantôt, il restait un match contre le Cosmos de New York à New York. Et si l'équipe avait réussi à marquer 3 buts, avait gagné 3-0, l'équipe aurait eu assez de points pour se qualifier en série. Mais malheureusement, comme on connaît l'Olympique de Montréal de l'époque, ça ne s'est pas produit et l'équipe a tout simplement disparu. Je termine ce petit documentaire avec un peu ce qu'on appelle l'héritage de l'Olympique de Montréal. Vous avez le logo d'une nouvelle académie de soccer qui est ouverte cette année qui s'appelle Olympique Montréal. Le site web va être dans la description si ça vous intéresse. Ben écoutez, c'est pas compliqué comme héritage. Hein? L'équipe est tombée dans l'oubli.
presque complètement. La première fois que j'ai entendu parler de cette équipe-là, c'était un drôle d'accident, c'était avec FIFA 2012, où on pouvait télécharger des équipes créées en ligne par des gens, puis il y avait des gens qui avaient créé une équipe qui s'appelait Olympique de Montréal. Moi, je pensais que c'était une joke ou c'était quelqu'un qui était fan de Marseille ou de Lyon. Mais j'ai été lire le livre de, j'ai oublié de le mentionner, Jacques Chagnon et George Schwartz sur l'histoire du soccer québécois. Il y a une page sur l'histoire de l'Olympique de Montréal. Encore là, c'est très peu, pas beaucoup d'informations. Donc, l'équipe est vraiment passée dans les cracks. Quand l'Impact est arrivé en MLS, on a misé beaucoup sur le Manic, entre autres le fameux match contre le Sting de Chicago, parce qu'on a joué le premier match au Stade olympique contre le Fire de Chicago. On n'a jamais mentionné l'Olympique de Montréal. Ça va prendre une couple d'années. Je sais qu'il y a un journaliste à TVA qui s'appelle Nicolas A. Martineau. Je ne sais pas s'il est encore à TVA, mais à l'époque, il était à TVA Sport. Puis d'ailleurs, j'ai eu des échanges avec lui sur Twitter parce qu'il mentionnait qu'il cherchait des informations sur l'Olympique de Montréal. Puis il y a quelques personnes qui l'ont tagué. J'ai parlé avec lui. Lui, il avait fait un reportage. Et malheureusement, Nicolas, si tu vois cette vidéo, ce que je doute, là, parce que je ne suis pas TVA, j'aurais aimé ça le voir le reportage, mais je n'avais pas le câble. Je ne l'ai jamais vu. Donc, si quelqu'un a le lien capable de me dire comment voir le reportage de Nicolas Martineau sur l'Olympique de Montréal, il avait interviewé, si je ne me trompe pas, James Corsi. J'avais demandé si quel joueur qui avait interviewé en privé m'avait dit ça. Donc, j'aimerais vraiment voir ce documentaire-là. Mais si je reste pour l'héritage, écoutez, c'est pas banal. Il y a le Manic qui va succéder. Puis le Manic joue de 81 à 83. C'est vraiment une saison de 10 ans jour pour jour, quasiment jour pour jour après. Il va y avoir d'autres clubs plus obscurs, dont les Castors, l'Inter, le Supra, l'Impact éventuellement. Là. Mais je dirais, tu sais, une des choses qu'on peut pogner, qu'on voit avec l'Olympique de Montréal, c'est l'importance de la communauté italienne pour le foot à Montréal. On va se le dire. Quand vous regardez le livre de Georges Gagnon et Monsieur Gagnon et George Schwartz, on explique à un moment donné qu'au début du siècle à Montréal, avec les Anglais, il y avait beaucoup d'équipes, beaucoup de ligues à Montréal, des clubs qui s'affrontaient. Puis à un moment donné, avec la décolonisation, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de francophones qui ont fait association football, sport des Anglais, qui se sont tournés vers les Alouettes à la place. Fait ça a comme, on oublie qu'il y a déjà une très grande tradition de soccer juste à Montréal. Je pense que c'est dans le livre de Schwartz, c'est 75 clubs à Montréal qui jouaient dans des ligues avec des divisions. Là. On est loin de ça aujourd'hui. Et il faut aussi mentionner que la famille Saputo, puis dans le contexte actuel, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont pour, qui sont contre, mais notez une chose, on peut pas nier l'importance de la famille Saputo. Et quand je vous mentionnais l'importance de la communauté italienne, dites-vous une chose, un des premiers clubs italiens venus jouer au Canada, c'est le Bologne FC. Il y en a peut-être eu d'autres avant, là, mais dans le cadre, à l'époque de l'Olympique de Montréal, c'est le Bologne FC. Et aujourd'hui, qui aurait cru à l'époque qu'un Québécois d'origine italienne, Joey Saputo, serait propriétaire d'un club en Italie, le Bologne FC. Donc, ça montre que l'héritage de l'Olympique de Montréal n'est pas complètement vain, mais si malheureusement on n'en parle pas assez, je crois, mais ça c'est le prof d'histoire en moi qui parle, puis le gars qui aime les équipes oubliées, là. Mais à un moment donné, ça va prendre vraiment un travail très complet sur l'histoire du foot au Québec. Il va falloir se pencher sur ces clubs obscurs-là, que ce soit les Castors, l'Inter, ça c'est mon prochain projet, ou même le Manic qui reste quand même assez obscur, je vais être honnête. Le Manic, là, moi quand j'ai commencé à suivre l'Impact, j'avais aucune idée de c'était quoi le Manic, jusqu'à temps que je tombe sur un livre, le livre de M. Gagnon et Schwartz. J'entendais jamais parler de ça. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à voir des chandails du Manic, puis le monde m'en a parlé. Sinon, là, aucune idée. Je suis convaincu, il y a l'Académie du Manic aussi là, qui a été ramenée là, à Montréal. Là. Je suis convaincu qu'il y a un paquet de jeunes de l'Académie du Manic qui ne savent même pas que le Manic a été une équipe professionnelle à Montréal de 1981 à 83, alors que vous pouvez trouver sur YouTube des vieux matchs du Manic où on voit le stade olympique pas terminé. Donc, mais bref. C'est l'héritage. Dans le fond, c'était ma présentation sur l'Olympique de Montréal. Si vous avez aimé, mettez un pouce, partagez. Dans la description, vous allez avoir des liens, entre autres, pour l'académie. Je vais mettre l'académie aussi du Manic. Là. Je pense que c'est quand même le fun d'envoyer des références à ça. Et on se revoit éventuellement pour une nouvelle vidéo, probablement sur l'Inter de Montréal. Qui sait?
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.